Donc on va démarrer. Je suis donc Élodie Perrier. Je travaille en tant que chargée de mission RSE au sein de BPI France, au sein de la direction du développement durable. Et je suis ravie d'animer cette table ronde durant laquelle nous allons parler de handicap invisible et de santé mentale. Et ça me tient particulièrement à cœur parce que, avant de travailler dans la RSE, j'ai travaillé presque une dizaine d'années en tant que neuropsychologue dans le handicap. Donc sans plus attendre, est-ce que vous pouvez vous présenter parce que nous sommes avec des experts et des expertes du handicap invisible et de la santé mentale aujourd'hui. Mathilde, si tu veux commencer. Bonjour tous et toutes, je m'appelle Mathilde François, je fais du conseil en transformation des organisations, plutôt des questions de transition écologique et RSE au départ. Mais en devenant handicapée, je me suis impliquée, je suis devenue vice-présidente de l'association Les Dévalideuses, qui est une association de lutte pour les droits des personnes handicapées. Et donc aujourd'hui, je vous parle avec ces deux casquettes parce qu'au final, les méthodologies de transformation des orgas pour les enjeux de RSE, qui sont des enjeux hyper transversaux, sont complètement opérationnels pour les enjeux d'inclusivité et d'accueil des personnes qui font face à des défis de santé. Vas-y, Alice. Bonjour à toutes et tous, merci en tout cas pour l'invitation. Donc, moi je suis Alice Deves, cofondatrice de Petite Mue. Petite Mue, c'est le premier média qui sensibilise au handicap invisible et je l'ai co-créé avec Annelle Marzelière parce que nous, il y a 4 ans, on a été diagnostiquées chacune au même moment de deux pathologies différentes. De mon côté, une sclérose en plaques, Annelle, des troubles bipolaires. Et on s'est rendu compte qu'il y avait très peu de médias qui parlaient du handicap et notamment du handicap invisible. Et donc, on s'est dit, pourquoi pas créer le média qu'on aurait bien voulu avoir. Et l'objectif, c'était surtout de donner la parole directement aux personnes concernées. On a aussi des témoignages de proches aidants et de professionnels de santé aussi. Mais voilà, vous pouvez retrouver des interviews, mais aussi de la bande dessinée, parce que c'est Annelle qui dessine, qui essaye pour vulgariser certaines notions, concepts, pour que ce soit plus accessible aussi. Merci. Merci à tous donc, pour l'invitation. Moi, je suis Jean-Victor Blanc, donc je suis médecin psychiatre à l'hôpital Saint-Antoine à Paris. Je donne aussi des cours à Sorbonne Université. Et à côté de ça, j'ai créé en 2018 Pop et Psy, qui est alors un média, c'est aussi des livres, un festival et une activité de conseil et de conférencier autour de la santé mentale, des troubles psychiques et de comment on peut utiliser l'art, la pop culture, donc les films, les séries, les prises de parole de célébrités, les figures inspirantes, pour être amené à parler de santé mentale au grand public, expliquer ce que sont les troubles psychiques et aussi, et fur et à mesure, ça s'est vraiment fait comme ça, à venir conseiller certaines industries, les industries créatives, parce que c'est des industries dans lesquelles il y a aussi des sujets de santé mentale, mais aussi tout type d'industrie, puisque finalement la santé mentale concerne tout le monde et que le biais de la culture est un biais et une manière d'aborder le sujet qui est assez inclusive et aussi quelque part qui peut permettre de faire passer des messages dans des endroits qui pendant longtemps ont quand même été assez rétifs à aborder ces questions. Merci pour votre présentation à tous les trois. Alors, avant d'aller plus loin dans ce sujet, j'ai une première question pour toi, Jean-Victor, parce que le terme est quand même très utilisé, très mainstream en ce moment de terme de santé mentale. Est-ce que tu pourrais nous rappeler une définition claire de ce qu'est la santé mentale et du handicap? Merci. Bien sûr. Alors, le sujet santé mentale, la définition que moi j'utilise, c'est celle de l'OMS, donc l'Organisation mondiale de la santé. C'est un état de bien-être psychique et social qui fait qu'on n'est pas gêné dans sa vie intime, sociale, professionnelle et qu'on peut faire atteindre son plein potentiel. Alors, c'est une définition, vous en conviendrez, qui est extrêmement exigeante. Si je vous demandais qui se sent vraiment en bonne santé mentale, peut-être qu'il n'y a pas grand monde qui pourrait se permettre de lever la main et de se reconnaître dans cet état de béatitude quasiment. Alors ça, on va dire que c'est plutôt un objectif. Après, moi, en tant que psychiatre, la santé mentale, on va considérer que c'est un spectre sur lequel tout le monde se trouve. C'est comme la santé, on ne peut pas dire je n'ai pas de santé ou je n'ai pas de santé mentale. Il y a du coup la santé mentale, on va dire la bonne santé mentale, le fait de ne pas être atteint de troubles psychiques. Et puis à l'extrême, il va y avoir les troubles psychiques qui, eux, pour le coup, ont une définition très précise. C'est des maladies psychiques qui s'incarnent par certains symptômes dans lesquels on va retrouver en fait un ensemble de pathologies très différentes, puisqu'on va retrouver la dépression, les addictions, les troubles anxieux,
le trouble bipolaire, la schizophrénie. Donc un ensemble de pathologies à l'intérieur desquelles il y a aussi un spectre avec plus ou moins de handicap, plus ou moins de gènes associés à ces troubles. Et c'est vrai que moi, en tant que psychiatre, j'essaye vraiment d'attirer l'attention sur cette partie-là de la santé mentale parce que, comme on l'a dit, aujourd'hui, c'est un mot qui tend un petit peu à se démonétiser tellement on l'utilise. En même temps, c'est quand même positif puisque sans ce terme, avant, lorsqu'on parlait de psychiatrie uniquement, on considérait du coup que ça concernait une toute petite minorité qui en général était stigmatisée et ça faisait peur, hein, clairement, et encore plus dans le milieu du travail. Aujourd'hui, grâce à ça, moi je vois le santé mentale un peu comme un cheval de Troie. C'est bon, c'est bien, on va pouvoir parler d'un sujet dont on se dit qu'il concerne tout le monde, mais en gardant vraiment en tête l'inclusion des personnes concernées et finalement la pédagogie autour de ces troubles-là, plutôt que transformer quelque chose qui est un petit peu de l'ordre du développement personnel et qui pour le coup est complètement un autre sujet, en tout cas n'est pas le mien. Oui, et c'est pas du développement personnel, la santé mentale, ni de la charge mentale. La charge mentale n'est pas synonyme de santé mentale, donc merci de le préciser. Et toi, Alice, est-ce que tu peux compléter cette définition, celle du handicap invisible? C'est ce que tu fais avec la petite mue. Alors, du coup, le handicap invisible, c'est tout handicap qui ne se voit pas. 80% aujourd'hui des handicaps sont invisibles. Après, je trouve toujours, la frontière des fois entre visible, invisible, elle est assez fine. Le handicap, c'est pas toujours pareil non plus. Et donc, ce que je mets aujourd'hui dans handicap invisible, si on doit donner des exemples concrets, parce que des fois c'est plus parlant, c'est souvent, ça va toucher les personnes qui ont des maladies chroniques. Donc ça peut être les maladies auto-immunes, ça peut être l'endométriose, SOPK, ça peut être les cancers. Aujourd'hui, nous, on a beaucoup de témoignages de personnes en entreprise qui ont continué à travailler et qui n'ont pas forcément perdu leurs cheveux et personne n'était au courant qu'elles étaient pendant des phases de chimio, par exemple. Bon, après, ça touche plein d'autres maladies. Je ne vais pas toutes les citer parce qu'il y en a beaucoup trop. On a aussi, de toute façon, aussi les troubles psychiatriques. Mais on a aussi les troubles du neurodéveloppement, donc avec l'autisme, le spectre autistique, les troubles 10, le TDAH, par exemple. Et on peut avoir aussi les troubles auditifs et visuels. Parce que beaucoup de personnes, par exemple, ont un appareil et ça ne se voit pas, ou ne voient pas d'un œil et ça ne se voit pas non plus. Donc voilà, si je fais assez large sur ce qui est le handicap invisible. Et le souci aujourd'hui, quand on a un handicap invisible, ce qui est compliqué au quotidien, c'est, vu que ça ne se voit pas, les gens ont tendance à minimiser ce qu'on vit au quotidien. Donc on doit se justifier constamment. Je prends l'exemple, maintenant, je ne montre presque plus ma carte handicap dans les transports parce que je sais que je vais être jugée pendant plusieurs arrêts en me regardant, en me disant quel peut bien être mon handicap. Dans les fils, j'ai moins de mal parce que je passe devant, je ne revois personne, donc je n'ai pas les yeux des personnes qui me regardent. Mais voilà, donc c'est toujours se justifier et devoir expliquer ce qu'on vit continuellement aussi, ce qui est compliqué. Oui, et puis tu dois toujours répéter les mêmes choses, ça ne doit pas être évident au quotidien. Ouais. Et Mathilde, toi aussi, quand on a construit nos échanges, tu précisais que le handicap, il s'inscrivait dans une construction sociale. Est-ce que tu peux nous éclairer par rapport à ça? Complètement. En fait, c'est en train de naître en France, mais outre-Atlantique, les études, les Disability Studies, donc les études de sociologie du handicap, ont vraiment montré à quel point la question du handicap est une question de contexte socio-culturel. La définition de l'ONU du handicap, c'est une personne qui est privée de sa vie citoyenne pleine et entière du fait de la rencontre entre une affection de ses capacités physiques, psychiques et de son environnement. Et ça, c'est essentiel, c'est hyper central. Quand je fais des interventions pédagogiques de formation, je demande toujours qui ici se considère handicapé, levez la main. Et j'en repère un dans la foule qui a des lunettes et qui n'a pas levé la main. Et je lui demande, mais vous, là, si vous n'aviez pas vos lunettes, est-ce que vous pourriez conduire? Est-ce que vous pourriez travailler? Et la personne dit, oula non. En général, si possible, c'est une personne très myope. Donc, typiquement, elle va dire, je ne peux pas du tout conduire. Et ça, c'est hyper intéressant parce que la personne, elle ne s'est pas du tout identifiée handicapée. Et pourtant, si on était dans une société sans opticien, sans remboursement des lunettes, elle serait totalement en incapacité de vivre sa vie citoyenne pleine et entière, d'aller travailler. Donc, cette analyse-là, c'est le modèle social du handicap. Le modèle médical du handicap dont on essaie dans les espaces progressistes et je pense qu'il est l'horizon qu'on essaie de développer, nous autres. Le modèle social du handicap, c'est pour essayer de remplacer le modèle médical. Le modèle médical, c'est vraiment une approche extrêmement biologisante et essentialisante qui fait semblant, comme souvent l'a fait la médecine, la science. Je peux le dire, je suis ingénieure, donc je sais que
on a tendance à essayer d'essentialiser ou d'objectiver des choses qui sont hyper culturelles. Le handicap, ça a longtemps été défini comme un écart à la norme valide qui était médicalement défini. C'est-à-dire, qui a décidé qu'un humain devait être sur ses 2 pieds ? Vous voyez ce que je veux dire ? Qui a décidé qu'un humain devait pouvoir tenir 9 heures d'affilée de concentration sans moufter, assis sur une chaise ? Bon, on peut en débattre. Voilà. Merci pour ces précisions. Et en faisant le lien justement avec ce que tu disais, ce qu'on demande à un humain d'être 9 heures debout ou d'être attentif pendant 9 heures, et cette performance qu'on demande aux personnes en situation de handicap, qui sont les mêmes qu'on demande à des personnes qui ne portent pas de handicap, que ce handicap-là soit visible ou invisible, ça va entraîner des injonctions contradictoires envers les personnes concernées. Et Alice, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus par rapport à ça ? C'est ce que tu commençais à dire tout à l'heure. Oui, j'ai eu un peu tout un cheminement sur cette question-là, justement. Parce qu'au début, dans toutes mes sensibilisations que j'ai fait en entreprise, j'étais toujours à dire, non, quand on est en situation de handicap, on peut aussi bien travailler que tout le monde, parce que j'ai pas envie de dire le contraire, sinon ça va discriminer les personnes en situation de handicap, etc. Et en fait, je me suis plutôt questionnée sur la façon dont on travaille aujourd'hui, à me dire, non, en fait, effectivement, quand moi je suis, par exemple, quand j'ai une poussée de sclérose en plaques, mon 100% n'est pas le 100% que j'ai aujourd'hui, par exemple, où je me sens plutôt en forme. Et du coup, je préfère maintenant dire que il vaut mieux accepter que tout le monde ne soit pas à 100% tout le temps sur le sujet, parce que on a de la fatigue chronique, on a des douleurs, ou d'autres maux d'ailleurs. Donc voilà, j'ai un peu cheminé là-dessus. Je viens de me perdre dans mon fil. Je voulais rajouter aussi quelque chose. C'est que le problème aussi, où je me questionne encore, c'est qu'aujourd'hui, si on le dit à des personnes qui ne sont pas forcément sensibilisées, typiquement si demain je postule et pendant l'entretien je dis je vais peut-être être en arrêt, j'ai besoin de beaucoup de pauses, je suis fatiguée, je dois rentrer plus tôt, je suis sûre que je ne serai pas embauchée. Donc ce n'est pas non plus un discours où j'aimerais que tout le monde l'ait aussi. Enfin, c'est compliqué parce que du coup, il y a entre ce qu'on espère, mais si on le dit, on va être encore plus discriminé. C'est pour ça que je suis un peu perdue sur ces réflexions-là, on va dire. Mais je te vois réagir, Mathilde, peut-être. Est-ce que tu veux dire quelque chose ? Oui, complètement, parce qu'effectivement, donc je suis aussi concernée par un handicap invisible, et je suis d'accord avec toi qu'il est invisible parce que quand on se présente au monde, on est en état de se présenter au monde. En fait, quand je ne suis pas là parce que je suis en crise, je suis effectivement pas là, donc vous ne pouvez pas voir que mon handicap est devenu visible à ce moment-là. Et je pense qu'il y a des mécanismes qui vont être fréquents dans les violences, ou l'hostilité que peuvent expérimenter les personnes handicap invisible, handicap psy en entreprise. Je pense qu'il va y avoir la difficulté de l'intermittence, ce que tu viens de décrire. C'est-à-dire, il y a un fantasme d'extrême prévisibilité et d'extrême permanence dans l'existence et dans la vie professionnelle, qui en fait est un fantasme. Parce que clairement, qu'on soit face à un défi de santé ou pas, on va avoir une variabilité de ses capacités. Simplement, parfois, on va compenser. Et ça, c'est, je pense, un espèce de piège typique que produisent les personnes qui embauchent des personnes avec des handicaps invisibles. C'est-à-dire que si on n'est pas organisé pour s'adapter, on donne l'injonction à la personne concernée de surcompenser. Et là, en fait, la personne, elle aggrave son état. Et donc, en fait, là, on passe de crise en crise. Et là, on va vers des situations d'arrêt de travail hyper long et de rupture et de licenciement pour inaptitude. Et des fois, c'est la meilleure solution pour certaines personnes, mais en même temps, c'est bien la preuve qu'on ne s'est pas organisé. Et donc ça, c'est une invitation aux organisations à transformer leur méthode de travail pour que justement, par exemple, la question de l'intermittence puisse être prise en compte au lieu de demander aux gens de compenser, typiquement. Donc ça va être un des motifs. Après, il va y en avoir plein d'autres, des formes de violence vécues par les personnes en handicap invisible ou psy. Et toutes elles s'inscrivent dans un système qui s'appelle le validisme. Le validisme, c'est une oppression structurelle qui va fonctionner un peu, vous pouvez vous figurer comme le sexisme ou comme le racisme. C'est-à-dire que c'est une organisation sociale, économique et culturelle de la société qui hiérarchise les vies en fonction des capacités. Outre-Atlantique, au Québec, ils disent beaucoup capacitisme. Et nous, on va dire plutôt validisme. Après, c'est un terme qui est apparu dans la littérature française autour de 2005. Donc, c'est quand même assez peu développé. Je le vois bien. Et souvent, les gens ils disent « Oh non, on nous a inventé un autre isme. Encore !»
Et non, c'est très important parce que le validisme, ça va se traduire à plein de niveaux. Ça va être à la fois organisationnel, donc cette incapacité à accueillir l'intermittence, par exemple. Ça va être aussi des micro-agressions de type... ce qu'on vit beaucoup en handicap invisible, c'est l'intrusion, l'injonction à déballer son dossier médical. Si tu dis j'ai un handicap invisible, on va dire mais t'as quoi? Et là, on vous demande un détail. Enfin, les gens, ils veulent lire vos examens de santé, quoi. C'est un délire. Donc ça, typiquement, cette espèce d'extrême intrusivité, l'injonction à déballer son intimité dans des espaces de travail, c'est vraiment ça aussi, c'est vraiment une violence et un quiproquo. Parce que les employeurs ne devraient pas avoir à demander les détails de qu'est-ce qu'elle a la personne pour juger si elle est vraiment handicapée et tout. La question, c'est quels sont tes besoins? Ce qui n'est pas du tout la même question. Vous voyez ce que je veux dire? Donc passer de qu'est-ce que tu as à quels sont tes besoins, typiquement, ça, c'est une démarche méthodologique qui peut être un peu utile, qui peut être un début de quelque chose. Oui, on est déjà au début de l'inclusion, en fait, avec le changement de prisme dans ce type de questions-là. Hein. Oui, c'est pour ça que ça commence par une formation et ça s'ensuit par de la transformation méthodologique. Ouais. Et Jean-Victor, je te vois hocher de la tête. Est-ce que tu veux compléter peut-être avec des paroles de patients aussi ou des retours d'expérience? Bien sûr, on voit bien que le sujet il est complexe et moi ayant les deux casquettes, c'est sûr que je vais pas du tout avoir le même discours lorsque je reçois un patient qui va pas bien et où je vais plutôt lui dire il faut vous arrêter parce que contrairement à ce qu'on imagine, c'est plutôt très culpabilisant pour les personnes d'être en arrêt de travail. Donc finalement moi mon discours en tant que médecin c'est plutôt aider la personne à prendre compte que en fait là non seulement il n'est pas en état, il ou elle évidemment n'est pas en état de travailler et que si elle travaille, ça peut même mettre en jeu son travail ou sa sécurité ou sa carrière parce qu'en fait, aller travailler... Lorsqu'on est extrêmement déprimé, lorsqu'on est sous l'influence de substances ou en plein accès d'excitation lors d'un accès maniaque d'un trouble bipolaire, par exemple, ça peut avoir des conséquences qui peuvent être extrêmement délétères. Et c'est souvent en mettant ça en perspective que finalement la personne accepte finalement de prendre du temps pour se soigner, pour se reposer. Donc ça, c'est vraiment une première chose. Et après, de l'autre côté, c'est vrai que, et je pense que c'est pour ça qu'on a besoin des différentes voies, notamment pour adresser le sujet en entreprise, parce que c'est vrai que moi je vais plutôt avoir tendance à utiliser les exemples, de dire par exemple regardez Simone Biles, une des athlètes les plus médaillées au monde, certaines compétitions elle n'a pas pu les faire parce qu'elle avait une dépression et en même temps ça n'empêcherait en fait qu'elle soit complètement géniale, complètement extraordinaire, tout en ayant bien conscience que il ne s'agit pas non plus de faire reposer ça sur le dos des personnes concernées, de dire en plus vous devez absolument être des génies créatifs, vous devez être extraordinaire, vous devez être évidemment. Néanmoins, pour le coup, ce que je constate aussi en suivant un certain nombre de personnes concernées, c'est que je suis quand même persuadée que l'expérience d'avoir un trouble, et en l'occurrence un trouble psychique pour moi, pour ce qui me concerne, apporte quand même quelque chose de différent dans le regard que la personne va avoir, une certaine maturité, honnêtement, vis-à-vis de aussi la sphère professionnelle, de c'est quoi la priorité, de une certaine authenticité aussi. Et contrairement à ce qu'on imagine souvent, et d'où vraiment cette envie de lutter contre les idées reçues, quelqu'un qui a connu, alors je parle encore d'un trouble psychique, et c'est sûrement vrai pour d'autres troubles, mais voilà, c'est plutôt ces récits-là que je vais avoir, mais quelqu'un qui a connu la dépression lorsqu'on a atteint d'un trouble bipolaire, contrairement à ce qu'on imagine, ça va être loin d'être quelqu'un qui va être considéré comme extrêmement vulnérable ou extrêmement fragile. La personne qui a vécu une dépression sévère, qui a été hospitalisée 3 mois pour dépression, aujourd'hui j'ai un petit coup de mou, je suis au bout de ma vie, j'ai envie de rien faire, en fait ça n'existe pas tellement, quoi. Il y a une espèce de gradation qui fait que je suis persuadée que ça apporte quelque chose. Et alors déjà c'est un sujet éthique, d'inclusion évidemment, mais en plus que je suis persuadée que ça apporte quelque chose à l'entreprise d'avoir du coup cette diversité, d'intégrer ces points de vue. Ça c'est vrai dans, je pense, l'organisation du travail et finalement c'est des exemples qu'on connaît bien dans la sphère du handicap. Voilà, la rampe pour les personnes en mobilité réduite, elle est finalement aussi beaucoup utilisée par tout un ensemble de personnes qui n'est pas considérée comme PMR, mais qui finalement aiment bien et trouvent ça plus pratique. Donc il y a vraiment cette idée d'intégration aussi, je pense, pour les personnes concernées. Et en plus, et c'est pas anodin,
aujourd'hui où justement, comme on le disait, on parle beaucoup de santé mentale avec parfois énormément de discours et beaucoup aussi d'entreprises qui ont envie du coup de se mettre à communiquer là-dessus. Je pense que en commençant déjà par intégrer en fait la perspective des personnes concernées à l'intérieur, ça empêche déjà tout un ensemble de lieux communs, de maladresse, voire de potentiel bad buzz, parce que voilà, certaines fois quand on voit des campagnes de pub qui sont un petit peu, alors pour le coup, mon devoir de réserve, admettons par exemple la campagne gouvernementale dans le cadre de la grande cause nationale qui était Parlons santé mentale. Qui était à la fois maladroite, inutile, qui arrivait au mauvais moment. Enfin bref, clairement, je pense que dans l'équipe, il n'y avait personne qui avait un trouble psychique. Pour accoucher de ça, honnêtement, on se dit waouh, là, c'est vraiment c'est ce qu'il aurait peut-être fallu faire il y a 20 ans, quoi. Donc je veux dire, quelqu'un qui a un trouble psychique n'aurait pas pu accoucher de cette campagne. Je pense sincèrement que pour des entreprises qui ont envie aussi de parler de ce sujet qui est très concernant, notamment pour les jeunes générations, c'est un vrai plus, sans évidemment mettre de côté le fait qu'il y a aussi un sujet potentiellement de handicap et d'intermittence. Mais malgré tout, le discours que je vais porter, ça va être plutôt celui de l'optimisme et de quelque chose d'assez positif pour l'employeur et les collaborateurs. Mais justement, avant de parler de cet optimisme-là et de la nécessité de sensibiliser, de former, faut déjà savoir vers qui on va en fait quand on est dans cette situation-là, quand on débute en fait au niveau de l'insertion professionnelle et du retour à l'emploi. Il faut toquer à la porte des bons interlocuteurs. Au niveau hospitalier ou au niveau médico-social, est-ce que tu pourrais nous préciser vers qui on pourrait aller s'adresser ? Bien sûr, dans les mesures les plus protectrices qui existent. Et pour le coup, là-dessus, même si j'utilise beaucoup la pop culture, donc clairement américaine, en France, on a finalement un système qui est beaucoup plus protecteur. Donc évidemment, dans les stars, c'est sûr qu'on n'a pas encore des Demi Moore, des Miley Cyrus ou des Simone Biles, en tout cas pas de ce niveau-là. Néanmoins, le droit est beaucoup plus protecteur. Donc voilà, c'est un petit distinguo qui est important. Mais typiquement, la mesure de RQTH, donc de reconnaissance en qualité de travailleurs handicapés, qui est vraiment quelque chose que je conseille assez souvent à des patients qui pourraient en bénéficier, qui est souvent mal connu par les patients, enfin, les personnes concernées, et aussi, c'est vrai, souvent difficile, honnêtement, lorsque j'en parle la première fois, le terme de handicap a quand même cette consonance extrêmement sévère, stigmatisante. Il y a le stigmate, c'est ça. On parle du stigmate du handicap en sociologie du handicap. Exactement, et c'est vrai que notamment les troubles psychiques ont ce site spécifique que déjà ils peuvent concerner tout le monde et notamment des adultes jeunes. Et c'est vrai que pour quelqu'un de 26 ans qui a une carrière, etc., lui dire en fait voilà, qu'il l'entend comme je considère que vous êtes quelqu'un de handicapé, c'est assez violent. Après, évidemment, l'idée, c'est d'expliquer l'avantage et pourquoi le faire, et notamment le fait qu'on peut avoir la RQTH sans notifier forcément l'employeur. Donc, c'est une mesure qui peut être protectrice, mais qui est, pour le coup, c'est à la personne de le dévoiler ou pas, et qu'on n'a pas à dire le motif pour lequel on le fait, et que c'est seul le médecin du travail qui, à l'intérieur de l'entreprise, va pouvoir faire cette médiation avec des aménagements, et qui, lui, ça aussi, c'est souvent pas bien connu par les personnes concernées, est soumis au secret médical. Ça, c'est très important. C'est un médecin comme tous les autres, c'est-à-dire que il peut y avoir, il y a eu quelque part des infractions, mais ce n'est pas la règle pour le coup. Et au contraire, moi, je suis assez surpris. Parce que quand on le dit aux patients, ah mais vous savez, le médecin du travail, il est soumis au secret médical, c'est-à-dire que pas plus que moi, il a le droit d'aller voir n'importe qui sur la place du village et dire ah ben un tel, je lui prescris ça comme médicament. Enfin, ça semblerait évidemment complètement hors les clous. Et pourtant, il y a toujours cette ambivalence vis-à-vis des médecins du travail. Mais je veux dire, il y a la déontologie, le code du travail et le code de santé publique. Il est vrai pour tout le monde. Donc, je veux dire, c'est important de dire aussi aux personnes, si vous avez l'impression que là, pour le coup, on est dans le cadre de quelque chose qui est extrêmement bien clair au niveau de la loi. Donc, si je résume, c'est médecine du travail,
c'est aussi encourager les personnes à réaliser un dossier de RQTH, donc reconnaissance qualité en tant que travailleur handicapé. Ce que j'ai pu voir, moi, en entreprise, c'est que les chargés RH vont dire « Ah ben, il faut qu'il fasse son dossier RQTH tout seul dans son coin ». Alors, il faut savoir que psychiquement, comme tu le disais, c'est pas toujours évident. Donc, se reconnaître en tant que situation de handicap, ça demande une temporalité assez longue pour la personne. C'est important qu'elle puisse être accompagnée. Et il y a souvent des centres d'action sociale au niveau des villes en fait, où vous habitez, où il y a des assistantes sociales ou des assistants sociaux qui peuvent aussi accompagner ces personnes-là à réaliser ce dossier qui, 1, est exhaustif, 2, demande un nombre incalculable de papiers et 3, être seul face à ça. Waouh, c'est super dur. Donc, les orienter aussi vers les assistantes sociales de secteur, ça peut être aussi notre étape. Et justement, Alice aussi, donc il y a on va voir la médecine du travail, on va voir psychiatre ou pas, on va voir aussi pour réaliser ce dossier RQTH. On a fait ça. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il s'agit de faire en entreprise pour sensibiliser les personnes ? Déjà, il y a une chose, c'est que quand notre handicap ne se voit pas, on a tendance à ne pas vouloir en parler parce qu'on a peur d'être discriminé, qui est une peur qui est logique puisque le handicap, ça reste la première cause de discrimination en France. Et effectivement, il y a d'autres freins aussi. Il y a le fait que je ne connais pas non plus mes droits, je ne sais pas que je peux avoir une RQTH. J'ai un peu peur administrativement que ce soit hyper long, etc. Anaëlle, par exemple, dit toujours en conférence, moi, je ne veux pas faire ma RQTH parce que si jamais on me la refuse, je vais me sentir encore plus illégitime. Parce qu'il faut savoir que ce n'est pas toujours évident d'avoir une RQTH. Beaucoup de personnes vivent aussi avec de l'errance de diagnostic, errance médicale. Donc pendant des années, on n'a pas le droit à cette RQTH où c'est compliqué de l'avoir selon aussi les pathologies qui ne sont pas toujours comme la fibromyalgie. Je sais que ça peut être plus difficile de l'avoir. Donc, moi, je trouve que c'est important de pouvoir en parler en entreprise, mais bien sur les besoins. Et nous, j'aime bien dire, donner un peu son mode d'emploi. Voilà comment je fonctionne, voilà ce dont j'ai besoin, sans forcément être obligé de dire ce que j'ai. Parce qu'en fait, on s'en fiche un peu de savoir la pathologie qu'on a, etc. Mais pour pouvoir en parler et se sentir à l'aise d'en parler, pour moi, il y a tout un travail à faire du côté de tous les collaborateurs, managers, manageuses, de créer un espace de travail inclusif et bienveillant. Et pour ça, il y a 50 000 trucs à faire aujourd'hui, je ne vais pas tout citer, mais déjà, je pense que moi, je dis toujours, des managers, manageuses me demandent qu'est-ce que je dois faire. Je sais pas, déjà, si tu parlais du handicap invisible, que tu as fait une formation, que tu connais les enjeux, comme ça, dans une réunion, peut-être que déjà savoir que la personne connaît le handicap invisible, ça peut déclencher l'envie d'en parler. Ça peut être d'être flexible aussi dans les horaires, de voir que, je ne sais pas, si quelqu'un dans l'équipe a une difficulté à un moment ou un enfant qui est malade et doit partir plus tôt et que la personne est flexible en disant c'est ta vie perso aussi avant. Enfin, il y a plein de petits trucs qui nous disent je vais me sentir à l'aise parce qu'on ne va pas me juger, on ne va pas me mettre cette pression-là, etc. Moi, par exemple, dans mon ancienne entreprise, ce n'est pas du tout le cas. Et quand j'étais à l'hôpital pour le diagnostic, typiquement, par exemple, les choses à pas faire, la fondatrice de l'entreprise m'appelle en disant « Là, tu vas déprimer toute seule à l'hôpital, vaut mieux que tu retournes travailler », par exemple. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Une semaine après, j'étais au travail en me disant « c'est pas si grave ce que j'ai eu ». Donc, j'étais en arrêt tous les mois. J'étais une semaine tous les mois en arrêt parce que j'arrivais pas à récupérer. Je pleurais, je me souviens chez le médecin quand il me dit « Il faut se mettre en arrêt ». Je dis « non, parce que sinon, on va me juger, etc. » Mais j'avais pas de... Mes amis me disaient « Mais pourquoi tu penses qu'ils vont te juger ?» J'arrivais pas à donner des exemples concrets, mais je sentais en fait sur plein de choses. Et je me souviens quand j'ai demandé un moment mi-temps thérapeutique, la même personne m'a dit « Non mais t'as pas de maladie non plus où tu vas mourir, tu peux continuer à travailler. » Donc voilà un petit peu sur les choses à pas dire. Donc je pense que c'est déjà créer un espace aussi bienveillant où chacun s'adapte aussi, parce qu'il n'y a pas que le handicap d'ailleurs dans la vie, mais chacun s'adapte aux besoins de tout le monde. Et dans ce climat-là, je pense que ce sera plus facile d'en parler aussi. Et justement, tu as créé un nouveau média. Donc là, au début, c'était La Petite Mue, mais il y a ce nouveau média qui s'appelle donc Muance et qui est un média qui sensibilise sur le handicap en entreprise. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots ? En fait, on s'est rendu compte que nous, tous les jours, on a énormément de messages, de questions. Est-ce que je dois parler de mon handicap dès le premier entretien, etc. Au travail, j'ai eu telle ou telle discrimination. Du coup, on s'est dit, et quand on intervient d'ailleurs en entreprise, il y a aussi beaucoup de gens qui nous disent, je ne sais pas comment me comporter. J'ai peur d'être maladroit. D'ailleurs, ça se trouve, je l'ai été plein de fois. Et du coup, il y a toutes ces questions qu'on se pose. Et je pense que des fois, les gens ne sont pas méchants ou malveillants. C'est juste un manque de connaissances sur le sujet.
Donc on s'est dit pourquoi pas un peu créer aussi ce média-là où on va donner des petits conseils chaque jour, des petits tips, je sais pas, comment rendre une réunion inclusive par exemple, en pensant à tous les handicaps, des choses qu'on peut mettre en place. Et ça c'est intéressant aussi, c'est est-ce qu'on mettrait pas en place de l'accessibilité de partout, comme ça les gens qui sont concernés, des fois ils n'ont même pas besoin de se déclarer, tout est déjà adapté par exemple. Donc, ça peut être aussi des solutions. Et j'aime bien moi, toujours mettre des citations de phrases discriminantes qu'ont pu entendre les personnes et expliquer pourquoi c'est une discrimination. Donc voilà, on essaye un peu de faire tous ces contenus. Ouais, de sensibiliser tout le monde, d'informer. En fait, ça serait la deuxième étape après avoir toqué à la bonne porte. Et la troisième, ça serait la tienne, Mathilde, ça serait vraiment d'inclure le handicap, mais d'avoir une vision plus globale et de transformer les méthodes de travail, mais surtout de venir questionner différemment. C'est sûr que tout va commencer par de la sensibilisation, de l'information. Mais ensuite, il y a quand même des pièges dans lesquels il faut éviter de tomber. Et là, je pense plutôt, justement, je m'adresse plutôt à l'employeur. Parce qu'on a tendance à avoir une focale sur la personne concernée, mais typiquement, il y a une triple charge. Il faut déjà faire son travail, il faut vivre avec ses symptômes et sa charge de soins, qui est quelque chose de... Parfois, c'est un deuxième temps plein. Et ensuite... Souvent, il y a cette troisième charge, et moi, je l'ai vécu de plein fouet, et je pense que c'est ce qui a même aggravé mon état, c'est la charge de former son environnement professionnel à nous accueillir correctement. Et en fait, on ne peut pas tout faire à la fois. On ne peut pas être malade, comprendre qu'on est handicapé, s'approprier ce terme qui est hyper chargé de stigmates, se faire son dossier MDPH qui demande un bac+5, et ensuite se demander comment former ses managers qui n'ont à peu près rien demandé à comment être de meilleurs managers de personnes handicapées. Tout ça, c'est trop. C'est pour ça que j'ai arrêté tout le reste et que je fais que la formation des managers. Mais non, c'est trop. Mais du point de vue employeur, il y a des pièges dans lesquels pas tomber. Le premier piège qui est assez connu sur les discriminations, c'est que la bienveillance, ça va pas suffire. C'est-à-dire qu'on peut être au courant de ces biais, racistes, sexistes, validistes, et quand même les reproduire. Il faut des changements structurels. Par exemple, j'ai travaillé avec des journalistes qui ont fait une sorte d'enquête sur le handicap au travail pour la Sécu, et ils disaient c'est ce qui marche, par exemple, pour le recrutement, c'est d'avoir une personne concernée parmi l'équipe de recrutement. Ça va vraiment changer les choses. Avoir les gens de l'équipe de recrutement sensibilisés, ça ne va pas suffire. Donc le premier piège, c'est de croire que être bien formé et bienveillant, ça suffit. Le second piège, ça va être de laisser la charge de l'adaptation sur les épaules de la personne concernée. Et donc, effectivement, ce que je vous disais sur quels sont tes besoins, c'est à la fois une bonne démarche et à la fois c'est écrasant. Parce que moi, on m'a beaucoup demandé quels sont tes besoins. Et en fait, déjà, c'est assez culpabilisant. Ensuite, ça nécessite d'avoir un niveau de maturité sur sa situation, son statut, qui est très élevé. C'est très complexe en fait de construire. Des fois, moi, je ne sais pas c'est quoi mes besoins. et en fait, ça nécessite beaucoup d'itérations. Donc, et puis des fois, on fait des demandes et ensuite on a besoin de les réajuster. Et après, on dit ah bon, mais tu avais demandé ça et ça te convient pas. C'est pas un contrat figé. Donc, il faut pour sortir de on va dire de cette écrasante injonction aux personnes concernées, il faut que les personnes employeurs, les managers, mettent en place des boucles itératives de construction de modalités de coopération. Donc en fait, c'est pas tant dis-moi ta liste de besoins. Il y a des outils qui existent qui s'appellent les Access Riders. Ça va être des documents dans lesquels les personnes spécifient quels sont leurs besoins d'accessibilité. Et en fait, ces documents-là, il faudrait que ce soit un outil qui permette d'organiser une conversation régulière et donc une itérativité, donc une mise à jour régulière avec un peu d'agilité sur les modalités de coopération. Et le troisième piège dans lequel ne pas tomber, et ça c'est un piège qui est hyper commun à cette question du handicap avec la question de la RSE, c'est de se dire dans une entreprise, c'est bon, j'ai embauché un chargé handicap, c'est bon. Alors ça c'est mes préférés. Les gens qui sont chargés de RSE, chargés de qualité, chargés d'égalité femmes-hommes, de handicap, chargés de transition écologique, tu les vois au fin fond de l'organigramme, tout seuls, alors qu'ils ont une mission extrêmement transversale. Et donc ça, à la fois, c'est génial, parce que ça veut dire que quand même, on donne des moyens, on a une personne dédiée à y penser tout le temps. Et en même temps, parfois, il y a un piège hyper fréquent, c'est qu'on laisse cette personne seule, alors que la transversalité et la transformation, ça va concerner tout le monde. Et c'est comme ça que moi, mes méthodes d'accompagnement, c'est les mêmes pour la question de la transition écologique, la RSE, et pour la question du handicap, parce que tu pars de la personne qui a ce poste. Et après, on fait un travail de boule de neige, de tricotage, des coopérations. Et en plus,
petit complément de prévention, ces profils sont de très bons profils pour faire des énormes burn-out et devenir handicapés. D'accord ? Pas parce qu'ils sont faibles en tant que tels, parce qu'ils ont une injonction contradictoire de tu dois transformer d'une manière qui potentiellement, si on va au bout de l'exercice, va interroger même la finalité de l'organisation. Parce que quand même, si tu fais ta RSE correctement, de temps en temps, tu dis, est-ce qu'on est sûr qu'on veut continuer à faire des pneus pour des voitures thermiques ? Donc, il y a un moment où tu te dis, si je fais mon boulot jusqu'au bout, j'interroge la finalité de l'entreprise. Et sauf qu'en fait, si on ne t'en donne pas les moyens, tu te retrouves dans cette injonction contradictoire qui, je parle sous ta réserve, rend complètement fou. Enfin, clairement, l'injonction contradictoire, c'est une très bonne manière d'aller très mal. Et donc, typiquement, c'est mes portes d'entrée souvent, ces profils. Ouais. Et bien justement, là, on parle d'inclusion, mais comment maintenir ces personnes sur ce poste-là ? Et Jean-Victor, est-ce que toi, tu pourrais compléter, éclairer un petit peu de par ton expérience ? Parce qu'il y a l'accueil, il y a la formation, il y a l'inclusion, mais comment on fait qu'elles restent sur leur poste de travail ? Bien sûr, c'est sûr que c'est complexe et que ça montre bien qu'il faut intervenir à différents niveaux. Et puis, on voit bien aussi que d'une entreprise à l'autre, soit dans les entreprises dans lesquelles j'interviens, soit que je vois à travers les yeux des personnes que je prends en charge, honnêtement, parfois, alors moi, évoluant dans le monde de l'hôpital, évidemment, et connaissant moins bien les grandes entreprises, j'ai aussi des représentations de ce que ça peut être que travailler dans une grande entreprise, avec parfois, honnêtement, des très bonnes surprises, énormément de patience, énormément d'investissement sur des personnes qui, parfois, et c'est la réalité de la maladie, peuvent être absentes ou handicapées pendant longtemps, mais encore une fois, je trouve qu'ensuite sont quand même rendent vraiment l'appareil et sont vraiment dans un engagement, un investissement extrêmement fort. Et je me dis que clairement, c'est pas que moi qui vois ça à travers les yeux des patients que j'admire énormément, mais je me dis que aussi si ces entreprises les gardent malgré finalement cela, c'est aussi que quand ils vont bien, c'est des personnes qui rendent vraiment ce qu'on leur a donné et qui sont vraiment extrêmement engagés, compétents. Donc, parce que notamment quand il s'agit de carrières longues, etc. Donc, il y a évidemment cet aspect-là. Dans d'autres, pour le coup, on voit que c'est beaucoup plus tendu, souvent pour plein de raisons. Et on voit qu'en fait, c'est une question managériale, d'organisation du travail. Et c'est vrai que dans ces cas-là, mon discours en tant que médecin est quand même de plutôt conseiller de partir parce que alors déjà, je pense que pour tout le monde, mais encore plus quand on est une personne qui a des vulnérabilités, venir s'épuiser à changer un système alors qu'on est tout seul, qu'on n'est pas soutenu et qu'on a quelque part plein de risques d'être stigmatisé, d'être discriminé, parce que c'est quand même une réalité. Souvent, quand on me dit « Ah, mais notamment, c'est des questions qu'on retrouve dans les médias, mais aujourd'hui, justement, avec toutes ces stars, Nicolas Demorand, etc., qui parlent de troubles bipolaires, finalement, est-ce que c'est une mode ? Est-ce que c'est pas… » Bon, je dis, on pourra se pencher sur cette question le jour où moi, j'aurai quelqu'un qui me dira « Ah, bah, j'ai une promotion parce que j'ai dit que j'étais bipolaire. Hein. » Ce jour-là, peut-être qu'on pourra se dire que oui, on est allé trop loin dans l'inclusion des personnes concernées, mais honnêtement, pour l'instant, on en est loin. On en est très loin. Tellement loin. Et tu nous appelles quand ça arrive. C'est d'ailleurs pour ça qu'on est là aujourd'hui autour de cette table ronde pour vous parler de cette thématique-là. Et d'ailleurs, on arrive presque à la fin pour nous laisser 5 minutes de questions. J'avais une dernière question à l'un de vous trois. C'est en face de vous, vous avez des responsables RH ou RSE. Quelle est la première action que vous leur conseilleriez pour avancer sur le sujet, parce que c'est le but aussi de cette table ronde. Et il y a 2 petites minutes. Peut-être, moi, ce que je dirais, c'est de garder en tête que l'accueil et la construction d'une organisation de travail accueillante pour les personnes concernées par handicap, handicap psy, handicap invisible, ça va être une organisation d'un gros niveau de coopération, d'un niveau de coopération d'une grande qualité et qui donc va être bénéfique pour la finalité d'entreprise, l'engagement des personnes auprès de l'entreprise. Vraiment, c'est incroyable ce que ça peut amener comme transformation. Et aussi, ça permet d'engager les personnes qui ne sont pas encore concernées parce qu'on est une communauté qui recrute. On devient tous et toutes handicapés un jour ou l'autre. On vieillit, on a des problèmes de santé, on a des enfants qui ont des enjeux de santé. Et donc ça, c'est aussi la promesse d'une sécurité pour l'avenir. Quand on voit comment sont bien accueillies, traitées des personnes, on se dit « Ok, moi, si j'ai une galère,
je vais pouvoir me projeter. Donc ça permet de s'investir. Et donc il faut, je dirais, il faut vraiment que les personnes qui veulent s'engager dans ces transformations comprennent que ça va être du sur-mesure, pas forcément aux personnes, mais à la spécificité de leur organisation. J'accompagne un musée en ce moment. Eh bien, leur contrainte, ça va être le calendrier, il est hyper spécifique, c'est de l'événementiel. Donc on sort une expo en avril 2026, quoi qu'il arrive. Cette spécificité d'entreprise mis en face des spécificités, mettons, d'intermittence, ça pousse vers des solutions de type organisationnel comme dissocier la fonction de la personne. Les fonctions de chargé de production, si j'embauche un binôme, eh bien, j'accueille l'intermittence des personnes et la fonction est assurée de manière complète jusqu'au moment de la date de la sortie de l'événement. Voyez ? Et donc, cette solution-là, je ne vous dis pas de faire ça dans toutes les entreprises, je vous dis, cette solution, elle est spécifique au contexte musée, calendrier contraint, événementiel, en face de intermittence. Et donc, ça va être au cas par cas. Quand j'ai accompagné une école d'art, la formulation du problème, elle est différente. C'est pour ça que je pense qu'il n'y a pas de solution clé en main. Merci beaucoup. Merci pour vos éclairages. Merci. Et il nous reste 5 minutes. Si vous avez des questions, vous, public. Merci beaucoup pour cette table ronde qui était passionnante. J'avais une question en tant que... Moi, je suis gérante d'une petite entreprise et donc je suis employeur. Et je voulais rebondir sur la question des dynamiques d'oppression et d'identifier le besoin de la personne. Parce que que ce soit dans le cadre du handicap ou dans d'autres dynamiques d'oppression, hein, je pense que c'est les mêmes dynamiques. Et c'est une question qui m'interroge beaucoup parce que on fait ces efforts structurels de mettre en place, de demander systématiquement les besoins, de travailler les besoins avec les personnes. Et le blocage sur lequel j'ai vraiment du mal à le détricoter, et peut-être que vous aurez des suggestions intéressantes, c'est quand le stigmate et la peur du jugement est tellement profondément ancré que même si on a tout mis en place à fond, profondément pour justement accueillir ce besoin, et c'est ce que vous disiez à la fin, Mathilde François, c'est les personnes n'arrivent pas à les formuler. Et du coup, quand c'est des dynamiques d'oppression qui, moi, j'ai vécues, j'ai plus de facilité. Ou quand d'autres personnes dans l'équipe déjà ont vécu, on a déjà travaillé, plus de facilité. Quand c'est des dynamiques d'oppression que je connais pas de personnes concernées proches, et que les personnes n'arrivent pas à le formuler, c'est très difficile de mettre en place une adaptation. Et du coup, comment pour vous, on peut... est-ce que vous avez des idées, des recommandations, des conseils de débloquer le stigmate et l'oppression est tellement forte que de formuler un besoin, c'est tellement loin de tout ce qui a été vécu avant que c'est informulable pour la personne. C'est intéressant ce que vous dites parce que la réponse est un peu dans la question, c'est-à-dire écouter les personnes concernées, mais dans votre cas, ça va être pas la personne concernée, ça va pas être votre employé, ça va être comment est-ce qu'on entend assez de témoignages de personnes concernées dans des situations un peu similaires pour se faire une conceptualisation de ce que potentiellement la personne que j'embauche vit, pour ensuite construire des transformations, des adaptations, tout en laissant de l'espace, comme je disais, d'itération. Il faut accepter que c'est un processus d'essai-erreur. Hein. Moi, j'utilise beaucoup d'outils du design. Vous savez, les méthodologies du design, c'est vraiment, on a une idée, on fait un prototype, on teste, on en discute. Il y a vraiment on assume que l'erreur nous enseigne. Mais donc, dans votre cas, effectivement, en plus, pour retirer du poids des épaules de la personne concernée qui doit faire tout ce que je vous disais, là, du tiramisu, des couches de gérer et de formuler, il y a vraiment... vous former auprès d'autres personnes concernées, ensuite essayer d'ajuster le contexte de travail et si possible, en fait c'est là aussi où les outils d'évaluation ils sont intéressants parce que l'évaluation c'est vraiment cette construction de qu'est-ce qu'il y a de la valeur et donc l'évaluation d'une démarche d'inclusion, ça va pas être aller voir la personne concernée et dire tu te sens discriminé à combien de 1 à 10 là, on est bien, on avance, c'est pas du tout comme ça, vous n'allez jamais avoir des bons résultats et donc la question c'est est-ce que par exemple j'en sais un moi, est-ce que la personne a pu a été... enfin, j'essaie de vous imaginer des trucs, mais ça dépend de votre entreprise. Mais à quel point est-ce que peut-être la personne se sent en sécurité ou bien est-ce qu'à quel point elle continue à se projeter dans l'emploi alors que
peut-être avant, ce n'était pas le cas. À quel point est-ce qu'il y a une meilleure circulation de l'information avec ses managers directs? En fait, cette question de l'établissement des critères d'évaluation, elle est très intéressante et elle doit faire autant l'objet du travail que les mesures. Parce qu'en fait, c'est comme ça que vous allez pouvoir discuter avec la personne. Et merci pour la question. C'est très... c'est quoi le mot en français là? Sauceful. C'est très prévenant de votre part. On a peut-être le temps pour une petite dernière question. Ouais. Bonjour et merci. Moi, j'avais une question sur ce que ça amène derrière la reconnaissance du handicap. C'est la discrimination positive que dont beaucoup de personnes ne veulent pas. C'est-à-dire, je ne veux pas avoir une RQTH parce que je ne veux pas faire partie des quotas, parce que toute entreprise doit avoir son pourcentage de travailleurs handicapés. Et du coup, je ne veux pas être embauchée parce que j'ai une RQTH, comme il n'y a pas si longtemps, je ne veux pas être dans le conseil d'administration sous prétexte que je suis une femme. C'est une bonne question. Après, moi, telle que je la présente auprès des patients, je leur dis que c'est clairement une contrepartie de quelque chose qu'ils n'ont pas choisi, à quelque chose d'inégal dans la maladie. Ce qui est intéressant, encore une fois, dans la maladie psychique, c'est qu'elle peut toucher tout le monde à tout âge. Enfin, il y a quelque chose de très universel. Donc, ça enlève un peu le poids de... je veux dire, c'est la faute à pas de chance, littéralement. Alors, même s'il y a évidemment des choses structurelles, enfin, des choses génétiques, héréditaires et environnementales, mais toujours est-il qu'une fois que le trouble est là, je dis c'est vraiment une compensation. Et puis pour le coup, en tout cas pour les personnes que j'accompagne, souvent le fait que ça puisse faciliter l'accès à l'emploi, le fait aussi de savoir que, et moi je le présente comme ça de manière probablement pas très sophistiquée, mais je dis que globalement l'entreprise gagne de l'argent finalement en embauchant des personnes qui ont le statut de RQTH ou en tout cas payent moins d'amendes, etc. Ça les soulage aussi, au contraire de se dire en fait du coup si je suis malade, quelque part l'entreprise s'y retrouve aussi. Donc il y a moins ces questions de... Je ne pense pas que quelqu'un soit embauché juste pour sa RQTH. Honnêtement, j'attends de voir. Parce que moi, ce que je vois, c'est beaucoup d'entreprises qui ont inclus dans leur plan business de payer les amendes à la GFIP pour ne pas remplir les obligations de 6% de personnes RQTH à partir de 20 salariés. Moi, je vois beaucoup plus ça que des gens qui disent « Oh, il est RQTH, on le prend souci. Qu'est-ce qu'il a fait? École de cirque, c'est pas grave. » Non, mais ça... Mais je comprends que ce soit une préoccupation et je pense que c'est fantasmer les modalités de recrutement. Et je suis d'accord qu'il y a un truc qui est assez large du côté des modalités de recrutement, c'est c'est très opaque, il y a un côté où on se projette, on se dit voilà ce qu'ils vont penser de moi, voilà ce qu'ils vont en déduire. Alors qu'en plus, on peut annoncer sa RQTH après. On peut être recruté pour ses compétences et après annoncer sa RQTH. Et je pense qu'il y a quand même des organisations, on en parlait tout à l'heure à propos de Otypique, typiquement qu'un cabinet qui accompagne dans le recrutement de personnes avec des atypicités. Il y a aussi des gens qui se font former dans leurs modalités de recrutement et ça peut être une manière de choisir les entreprises où on candidate. Merci en tout cas pour ces éclairages. On va devoir s'arrêter là parce qu'on dépasse de 2 petites minutes, mais merci encore à vous trois. Merci beaucoup. Merci beaucoup et merci à vous.